Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes le jeudi 15 août 2024. Bienvenue dans votre journal. Au sommaire de l'actualité de la Principauté, la célébration du 80e anniversaire du débarquement de Provence. Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco, assistait ce matin en compagnie du président de la République française et de nombreux chefs d'État africains aux cérémonies d'hommage sur le site de la nécropole de Boulouris à Saint-Raphaël. Connaissez-vous le général Frédéric? Eh bien, c'est un des héros du débarquement de Provence, commandant des unités de la première Airborne Task Force. Avec ces hommes, ils ont fait battre en retraite les troupes allemandes. Une statue à son effigie a été dévoilée ce mercredi à La Motte, dans le Var, commune où l'unité du général Frédéric avait été parachutée il y a 80 ans. Eh bien, nous y étions. Ce samedi, à 21h, l'AS Monaco reçoit Saint-Etienne dans le cadre de la première journée de Ligue 1. Une affiche qui promet de faire des étincelles. Notre journaliste Gaëtan Lebrun a assisté à la conférence de presse. Et pour finir, en ce 15 août, nous célébrons l'Assomption. Mais connaissez-vous la signification de cette fête religieuse catholique? Pourquoi est-elle aussi populaire? Quelle est son origine? Pourquoi est-ce un jour férié? Autant de questions qui trouveront leur réponse avec notre invité du jour, l'abbé Christian Venard, délégué épiscopal à la communication du diocèse de Monaco. Le 15 août 1944, quelques 100 000 soldats, essentiellement américains, canadiens et britanniques, ont débarqué sur les plages du Var, ouvrant la voie à plus de 250 000 soldats français, composés essentiellement de troupes venues des colonies françaises en Afrique. Et après la Normandie au mois de juin, la Provence commémore à son tour les 80 ans du débarquement. Des commémorations perturbées aujourd'hui par la pluie. Certaines ont dû être annulées, mais la cérémonie internationale prévue à la nécropole de Boulouris a bien eu lieu ce matin, en présence du président français Emmanuel Macron, de plusieurs dirigeants africains et de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II. Un hommage appuyé a été rendu aux forces mobilisées lors de cette opération du 15 août de Provence, notamment à Robert Frédéric, commandant américain des troupes parachutées dans la nuit du 14 au 15 août 1944. Une statue à son effigie a été dévoilée à La Motte, premier village libéré entre Fréjus et Draguignan. On retrouve sur place dans le Var Émilie Rousseau avec Thomas Deus. Oui, les commémorations du 80e anniversaire du débarquement se multiplient dans la région depuis le début de la semaine. Celle à laquelle nous avons assisté a eu lieu à quelques kilomètres de Draguignan et elle a rendu hommage à un homme, le général Frédéric. C'est un village à flanc de colline qui a vu le 14 août 1944 le parachutage des troupes alliées aéroportées pour le débarquement dans le sud de la France. La Motte est alors le premier village libéré de Provence, marquant ainsi le succès de l'opération que l'on avait baptisée l'opération Dragoon. 80 ans plus tard, la commune du Var a commémoré cet anniversaire en présence de nombreuses personnalités, dont le ministre d'État Pierre Dartout. Le Var s'est beaucoup investi pour cette commémoration et ça nous fait chaud au cœur parce que sur La Motte en particulier, où nous sommes le premier village libéré de Provence, tous les ans c'est une véritable fête avec beaucoup de vétérans américains et anglais qui viennent nous rejoindre. Donc là, c'est vraiment toujours une émotion renouvelée. Le débarquement en Provence avait été confié au général Frédéric, qui était aux commandes de la First Airborne Task Force. Son unité était surnommée la Brigade du Diable par les Allemands. C'est cet homme, âgé de 37 ans à l'époque, que La Motte a voulu mettre à l'honneur en dévoilant une statue à son effigie au mémorial du mi-temps, la même où en 1944 il avait installé son poste de commandement. Son petit-fils, Brad X, n'aurait manqué cet hommage pour rien au monde. It amazes me that 80 years later, the French have not forgotten. I believe my grandfather and all the men who fought with him would be amazed that they are still remembered and appreciated. And as an American and as a grandson, it is so heartwarming. It makes me want to hug the French. Cette statue, dont la réalisation a été financée en partie par la Principauté, salue donc l'engagement du général Frédéric, mais aussi de l'ensemble des soldats qui se sont battus pour la France. Herbert Traube est l'un d'entre eux. Le vétéran, aujourd'hui centenaire, a suivi cette cérémonie avec beaucoup d'émotion. Malgré la distance des 80 ans, dans ma tête, tout ça, ça existe. Et je me revois à l'époque, quand notre unité a fini à débarquer au Dramont, mais bien après les premières unités. Ce sont mes souvenirs qui remontent quand j'assiste à ce genre de cérémonie.
Des souvenirs que Monaco commémorera le 3 septembre prochain pour le 80e anniversaire de sa libération. La contribution décisive de l'armée américaine sera notamment mise en valeur lors de divers hommages. Vous l'avez vu dans ce reportage, Pierre Dartout était présent lors de cette cérémonie à La Motte, l'un de ses derniers déplacements peut-être en tant que ministre d'État, puisque Didier Guillaume lui succédera à ce poste le 2 septembre prochain. Pierre Dartout réagit sur cette commémoration et l'importance du devoir de mémoire au micro de notre équipe sur place. C'est un moment très émouvant et la principauté a bien fait de participer à l'érection de ce monument. Le prince y tenait tout particulièrement. Ça rend hommage à ceux qui ont libéré la France et Monaco par la même occasion au cours de ce mois de juin, juillet, août 1944. Et c'est donc un très beau moment. Et on reste à La Motte dans le Var pour rejoindre notre envoyée spéciale Émilie Rousseau. Émilie, vous êtes avec deux invités pour évoquer cette commémoration des 80 ans du débarquement en Provence, ainsi que celles qui vont suivre le 3 septembre prochain à Monaco. Oui, avec Stéphane Lamotte et Michael Bloch. Stéphane, il était important que Monaco s'associe à ces commémorations car le général Fredericks a tout un lien avec la principauté et sa libération le 3 septembre 1944. Tout à fait, c'est ici que tout a commencé, puisque dans la nuit du 14 au 15 août 1944, les troupes aéroportées du général Frédéric, la First Airborne Task Force, ont été en fait aéroportées ici, entre La Motte et le Muy. Et c'est le début d'une opération qui va permettre la libération de la Riviera, de la Côte d'Azur. D'abord Cannes et Antibes le 24 août, Nice le 28, et puis pour nous Monaco le 3 septembre. Et les troupes du général Frédéric, qui vont ensuite rejoindre la frontière italienne, vont permettre à la résistance locale, au FFI, de libérer la région. Ils vont favoriser la libération. Et toute cette histoire, Michael Bloch, sera relatée dans une exposition présentée dans le hall du ministère d'État dès le 3 septembre. Exactement, oui, le 3 septembre en fin de journée, donc à l'issue de la journée de commémoration nationale organisée en principauté selon le souhait du souverain, sera inaugurée l'exposition Monaco libéré, qui traitera de la période du 15 août 1944 du débarquement de Provence, donc jusqu'au 28 décembre 1944, avec la dissolution du comité de libération de Monaco. Et elle abordera donc le rôle naturellement de l'armée américaine, mais aussi le rôle des FFI, FTP, de la résistance locale qui est sortie de l'ombre le 3 septembre, le rôle de la France avec l'arrivée des troupes régulières mi-septembre qui ont joué un rôle très important dans les semaines qui ont suivi, et les grands acquis sociaux de la période et bien d'autres thématiques. Une exposition qui sera à découvrir jusqu'au 31 janvier 2025 et à laquelle vous allez associer également les élèves de la principauté car ce devoir de mémoire est très important. Tout à fait, nous avons fait un travail d'histoire, un travail d'archives, mais il y a également un travail de mémoire et un devoir de mémoire puisque cette exposition a une dimension civique et une dimension mémorielle. Et à partir du mois d'octobre, à l'aide d'un livret pédagogique que nous aurons élaboré, les enseignants, en particulier des classes de 3e, première et terminale, où le sujet est traité dans le programme scolaire, pourront s'associer à cette exposition et à la fois traiter le programme général de la Seconde Guerre mondiale, mais également mieux connaître leur histoire locale, patrimoniale. Et bien évidemment, d'autres temps forts rythmeront le 3 septembre prochain à Monaco, des événements que nous relaterons bien évidemment sur Monaco Info. Et une exposition intitulée Monaco libéré sera proposée dans le hall du ministère d'État à partir du 3 septembre. Elle a été réalisée conjointement par la mission de préfiguration des Archives nationales, les Archives du Palais Princier et l'Institut audiovisuel de Monaco. À noter également l'émission à Monaco d'un timbre en hommage au général Frédéric. Il représente son portrait aux côtés d'une scène de parachutage au-dessus de la principauté. Ce timbre, réalisé par Pierre Barra, est d'ores et déjà disponible dans vos bureaux de poste. Du foot avec l'AS Monaco qui reçoit ce samedi l'AS Saint-Etienne au Stade Louis II dans le cadre de la première journée de Ligue 1. Une rencontre au sommet et Monaco aura à cœur de maintenir le cap après sa victoire face au FC Barcelone ce lundi lors du match de gala du Trophée Gamper. L'AS Monaco s'était imposé 3-0 face aux Catalans. Coup d'envoi du match ce samedi à 21h. Gaëtan Lebrun a assisté à la conférence de presse ce matin. C'est une équipe emblématique qui attend l'AS Monaco samedi soir pour cette première journée de championnat. Les Verts, qui détenaient encore jusqu'à la saison passée le record de titres de champion de France, feront leur grand retour en première division samedi soir. Après 2 années passées en Ligue 2, l'occasion parfaite pour l'AS Monaco de commencer en trombe cette saison 2024-2025. Les Monégasques, qui ont fini 2e la saison passée, pourront affirmer samedi leur rêve de grandeur en montrant qu'ils sont bien plus qu'un sérieux outsider, mais un réel favori au titre de champion de France. Actually, this conversation was this morning.
where we just spoke about several things for the season with the players, the whole staff. And I was part of the conversation, of course, and Adi made it clear that we have a big ambitions on the league. We need to start strong. As I told, coming back to Champions League next season is the main goal for us. This is only possible if we start well, if we keep ourselves on the top of the table until the end of the season. L'AS Monaco qui, en attendant Saint-Etienne, a débuté fort ce mois d'août en remportant le trophée Johan Gamper face au FC Barcelone 3-0 avec notamment un but de leur nouvel arrivant, Christian Mawissa, rentré à la 81e minute, buteur à la 86e, des débuts prometteurs pour le nouveau défenseur monégasque. Je suis rentré, j'ai joué mon jeu, j'ai vu la balle et puis j'ai tiré. Simplement tiré et puis j'ai marqué. J'ai confiance en moi, je savais que je pouvais marquer sur ce coup-là. Une saison d'autant plus historique qu'elle marquera le grand retour de l'AS Monaco en Ligue des Champions, avec un format inédit, on le rappelle, pour cette saison 2024-2025, mais aussi l'AS Monaco qui fêtera son centenaire, ce 23 août 2024. Toujours en sport, une idée de sortie pour ce week-end. Ce samedi 17, le championnat de basket 3x3 se déroulera au port Hercule avec le Monaco Light Quest, un tournoi international qui qualifiera l'équipe gagnante au Challenger de Hambourg. Pour l'occasion, de nombreuses équipes du monde entier seront présentes sur le rocher pour assister à la compétition. Rendez-vous ce samedi au port Hercule à partir de 14h. En cette période estivale, le 15 août est synonyme de chassé-croisé ou de week-end prolongé dans le meilleur des cas, mais c'est également le jour de commémoration de l'Assomption, fête catholique célébrée à travers le monde entier. On en parle avec notre invité, l'abbé Christian Venard, délégué épiscopal à la communication du diocèse de Monaco. Bienvenue. Bonsoir Maclor. Alors que célèbre-t-on exactement ce 15 août ? Vous avez raison de poser la question parce que pour beaucoup de nos contemporains, en tout cas en Occident, qui ont un peu une perte un peu de leur catéchisme, ils ont tendance à confondre l'Ascension, qui d'ailleurs donne lieu aussi à un jour férié et souvent à un pont, puisque c'est le jeudi, 40 jours après Pâques, où l'Église fête le moment où Jésus quitte ses disciples pour rejoindre le ciel, pour rejoindre la Sainte Trinité. Et puis l'Assomption que nous avons fêtée aujourd'hui le 15 août, où là, nous fêtons le moment où la Vierge Marie termine sa vie terrestre, celle qui a porté le Christ, celle qui a porté le salut au monde, elle termine sa vie terrestre et nous dit l'Église catholique dans un dogme, elle rejoint le ciel corps et âme. Donc on l'aura bien compris, l'Assomption, c'est donc l'élévation de l'âme et du corps de la Vierge Marie au ciel. Mais pourquoi la Vierge Marie ne connaît pas une mort comme tout être humain avec la séparation de l'âme et du corps physique, si je puis me permettre ? Vous avez bien raison de poser la question, Maclor, parce que d'abord c'est une question, je vais vous dire, dans l'Église qui continue à faire débat. Est-ce que la Sainte Vierge a vraiment connu la mort comme nous? Et une partie de l'Église répond, oui, parce qu'elle est une créature. Marie n'est pas une déesse, si vous voulez, de la mythologie. Elle est vraiment, c'est une jeune femme. Quand l'ange Gabriel lui apparaît pour lui dire qu'elle va porter le Christ, c'est une toute jeune femme de Galilée. Et donc, c'est vraiment, elle est comme nous. Elle est faite de chair et d'âme. Et puis, en même temps, la foi de l'Église, c'est de dire, celle qui a porter le Christ ne pouvait pas connaître comme nous la corruption. Alors l'Église se prononce pas. Elle dit qu'il y a eu une étape, sans doute très rapide pour la Sainte Vierge, où elle est passée de cette vie terrestre à la vie, j'allais dire surnaturelle, mais avec son corps. Nous, notre corps, il reste dans un tombeau, il est éventuellement incinéré, et puis notre âme rejoint Dieu, et puis un jour là. Notre foi, c'est qu'avec la résurrection, notre corps et notre âme seront réunis. La Sainte Vierge ne connaît pas cette séparation, ou si elle la connaît, c'est une fraction de seconde, et elle rejoint directement la gloire des bienheureux. Et pourquoi cette célébration est-elle si importante pour les catholiques ? Alors, je dirais, il y a d'abord, vous savez, elle remonte au 5e siècle. La célébration, c'est-à-dire bien avant que l'Église catholique en fasse un dogme, en 1950, avec le pape Pie XII, à la Toussaint de 1950, eh bien, avant, déjà, toute l'Église aimait célébrer. Parce qu'il y a une affection particulière dans le peuple de Dieu pour la Vierge Marie. Pourquoi ? Parce qu'elle est comme nous. C'est une créature et elle nous montre le chemin. Et ça, d'ailleurs, c'est toute une partie du sens de cette fête, de ce jour que nous venons de fêter, c'est que c'est une fête d'espérance. Marie rejoint le ciel et elle nous ouvre la route. Elle est la mère de l'Église, elle est la mère de tous les croyants et en intégrant comme ça la Sainte Trinité, en intégrant déjà le ciel, elle nous dit, voilà, le chemin est là et je vous y attends. Et pourquoi ce jour est-il férié ? Car avant d'être un jour non travaillé, le 15 août a d'abord été une fête nationale.
Alors, vous savez, c'est très amusant parce que, en faisant quelques recherches pour notre entretien, je me suis souvenu que quand les papes au 5e siècle ont créé la fête pour célébrer Marie dans son Assomption, ou comme disent nos frères orthodoxes dans sa dormition, très joli terme d'ailleurs, eh ben, ils ont choisi une date. On n'en connaissait pas la date à laquelle la Sainte Vierge était morte, à laquelle elle avait connu ce moment-là. Alors, ils ont choisi une date, comme ils l'ont souvent fait à cette époque-là, en prenant une fête qui existait déjà dans l'Empire romain, qui était les fériés Augusti, c'est-à-dire le moment où dans tout l'Empire romain, on fêtait toutes les grandes victoires de l'empereur Auguste. Et figurez-vous que déjà à l'époque de l'Empire romain, il n'y en avait pas pourtant beaucoup, c'était un jour férié. Donc vous voyez, le fait que le 15 août soit, que la mi-août, il y a un jour férié, ça remonte même avant quasiment le christianisme, au tout début. Et puis, c'est vrai que notre grand voisin et ami la France, vous savez, fête ça d'une manière particulière depuis Louis XIII, qui avait fait un vœu que s'il avait un enfant, il n'arrivait pas à avoir d'enfant avec Anne d'Autriche, et vous savez combien c'était important pour le roi d'avoir un successeur, et puis voilà que la Vierge Marie, qui est donc invoquée par Louis XIII, accorde un enfant à Anne d'Autriche, ce sera le futur Louis XIV, qu'on appellera Louis le Dieu donné, celui qui est donné par Dieu, et Louis XIII fait un vœu solennel en demandant que dans toute la France, eh bien, on considère Marie comme la sainte patronne. Alors, on le disait, hein, l'Assomption est une fête hautement symbolique pour les catholiques, l'occasion de se retrouver pour partager et prier. D'ailleurs, chaque année, ils sont très nombreux à se rendre à Lourdes en pèlerinage. Et à Monaco, comment fête-t-on l'Assomption ? Alors, Lourdes, vous avez raison de le mentionner, parce que c'est le grand pèlerinage national de la France, mais auquel s'adjoignent des milliers de fidèles. Je crois que cette année, on est à 25 000 pèlerins à Lourdes pour cette grande fête. Et puis, à Monaco, il y a des messes dans toutes les églises. Aujourd'hui, dans toutes les églises de Monaco, on aura célébré l'Assomption. C'est vrai, peut-être de manière un peu moins grandiose que en France, en Italie ou dans tant d'autres pays. Merci d'avoir répondu à nos questions en ce jour d'Assomption. Abbé Christian Venard, délégué épiscopal à la communication du diocèse de Monaco. Merci à vous. Et puis, cette bonne nouvelle écologique, l'héliport s'est doté d'un système permettant de récupérer les eaux usées issues du lavage afin de les réutiliser pour les véhicules suivants. C'est une première en principauté et une aubaine à l'heure où les épisodes de sécheresse tendent à se multiplier. Reportage signé Fabien Bonilla et Serge Prémont. Cette station de lavage est située à l'entrée du parking de l'héliport. C'est la première station ainsi équipée. Elle vient d'ouvrir au public depuis environ un mois. Le système de recyclage des eaux de lavage des véhicules permet un fonctionnement quasiment en boucle fermée. L'eau utilisée peut être réutilisée de façon infinie. Ce sont des stations de lavage qu'on est en train de rénover au niveau du service des parkings publics et du gouvernement. On a commencé par le parking de l'héliport. Effectivement, on a pour objectif de recycler 90% des eaux de la station de lavage. Avec un système qui est totalement biologique, sans apport extérieur, que ce soit d'enzymes ou chimiques, et ce qui nous permet de maîtriser aussi la consommation d'eau potable. Ce système présente de nombreux avantages. Stopper le gaspillage d'eau potable, contrairement aux stations de lavage classiques. Il permet aussi une exploitation tout au long de l'année, même pendant les situations de sécheresse. Et enfin, c'est un recyclage biologique. Ça fonctionne en circuit fermé. Vous avez en premier lieu, dans la baie de la station de lavage, 2 pompes qui reviennent dans le bac derrière moi. Ce bac, c'est un bac de décantation. Par la suite, le trop-plein se vide dans l'autre bac. Et ensuite, ça passe dans des filtres très fins, dans une lampe UV. Et l'eau est prête à repartir dans la station de lavage. Le coût, 1 € les 40 secondes. Le premier achat est de 25 € correspondant à 20 € de crédit lavage et 5 € pour l'obtention d'une clé de fonctionnement. Dans un futur proche, les stations de lavage du parking Württemberg, du parking de la Colle et celui des Salines proposeront également ce système avec recyclage des eaux. Le nouveau musée national de Monaco présente jusqu'au mois de septembre son exposition sur l'artiste Paolo Pasolini, écrivain et polémiste. Il a acquis ses lettres de noblesse dans le cinéma. C'est d'ailleurs sûrement un des réalisateurs que la peinture a le plus inspiré. Si vous cherchez une idée de sortie pendant les vacances, c'est l'idéal. Coup d'œil sur 2 des œuvres exposées avec Alban Gingembre et Lionel Bernardi. Génie, c'est le mot qui revient pour définir Pasolini et ils sont nombreux à admirer son travail. Je suis assez marqué par son souci de donner la parole aux autres, son souci que l'art ne soit pas au-dessus mais vienne vraiment de tout le monde et pour tout le monde et en même temps avec une grande exigence et une acuité absolument géniale. C'est un monument, donc je ne peux pas m'attaquer à un génie pareil, du coup je voulais
m'en inspirer, mais j'avais pas la prétention j'allais pas refaire l'évangile selon saint Matthieu. Le cinéaste italien aux multiples casquettes a inspiré ces deux artistes à plusieurs niveaux. J'ai travaillé sur l'évangile selon saint Matthieu et je voulais travailler sur le personnage de la Vierge dans ce film qui est une villageoise toute simple, qui est enceinte, donc du coup c'est Vierge Marie, et qui est vraiment en fait magnifiée par le regard de Pasolini. Du coup j'ai repris toutes les constructions d'images, en fait, tous les cadrages dans lesquels elle apparaît, dans l'ordre dans lequel ils apparaissent. Je suis allée tourner dans les Pouilles, pas loin de là où a été tourné le film. J'ai voulu faire expérimenter une situation qui est la situation de rumination et de pensée qu'on peut avoir à la lecture des textes de Pasolini. Donc un jeune promeneur se promène dans un Rome d'aujourd'hui avec les mots de Pasolini et dérive comme ça. Et vous pourrez dériver dans cette exposition jusqu'au 29 septembre. Une autre idée sortie après le musée national, direction le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco, qui vous propose une visite guidée de sa nouvelle exposition temporaire consacrée à la grotte de Lascaux à Monaco, une visite passionnante. Autre univers et expérience possible, la visite du laboratoire de recherche de Suzanne Simone, préhistorienne et lexicographe monégasque. Elle fut la conservatrice du musée de 1975 à 2003. La possibilité de mieux connaître ses recherches, le tout à un tarif promotionnel de 5 €. Alors profitez-en. Tout de suite, un point sur la météo. Bonsoir Alban, qu'est-ce que le ciel nous réserve pour demain ? Bonsoir Maclor, bonsoir à tous. Demain, la météo se radoucit en principauté. Le ciel restera nuageux, mais avec quelques éclaircies visibles tout au long de la journée. Les températures fluctueront de 25 degrés le matin à 30 degrés l'après-midi. Et en ce vendredi 16 août, nous fêterons les Armelles. Et bonne fête d'avance aux Armelles. On arrive au terme de ce journal de la rédaction. Ravi de vous avoir accompagné durant cette semaine. Demain, à la présentation, vous retrouverez Christophe Paco. On se quitte avec les clichés réalisés par Manuel Vitali lors de la cérémonie de commémoration du 80e anniversaire du débarquement de Provence qui se déroulait ce matin sur le site de la nécropole de Boulouris à Saint-Raphaël. Un devoir de mémoire essentiel. Tout de suite, vos programmes continuent sur Monaco Info, bien sûr.